Gavin Sakala, Yes Weekend. Yes Weekend, tonton Jaco. Tu m'as dit tout à l'heure que tu allais être aussi en rouge. Ben oui. C'est juste quand on est parfois devant sa garde-robe, on fait un peu le petit fico-fico-fio. Mais jusque-là, hier, quand je dormais, je me suis dit, la coste rouge, je bosse et puis ça passe. On avance. Voilà. Alors, professeur, moi j'avais tenu vraiment à ce que tu nous expliques, parce que actuellement c'est vrai qu'ici même sur Yes Weekend, une fois on avait parlé de cette variole du singe, monkeypox, mpox, on en avait parlé, mais c'était loin quand on en avait parlé. Maintenant on apprend que c'est ici même en RDC. C'est arrivé. C'est arrivé. Et il y a des cas, d'ailleurs on voit des cas, des photos, des vidéos et tout ça. Mais bref, parle-nous-en. Ça vient d'où? C'est comment? Comment ça se passe, en fait? Ok, merci beaucoup. Là, tu parles en tant que professeur et docteur. D'accord, merci beaucoup. En fait, c'est ça. D'abord, je vous remercie pour la confiance que vous me faites. En termes simples, il y a eu depuis de maladies qu'on a connues, notamment la rougeole, la variole à l'époque, qui sévissaient et qui touchaient beaucoup plus les enfants et quelques adultes aussi. Alors, il y a un virus qu'on appelait à l'époque virus de la variole. Donc, quand je parle de virus... La variole qu'on a tous eu, là. Et quand je parle de virus, comme enseignant, je dois d'abord préciser que c'est une catégorie de microbes. Parce que les microbes, il y en a 4. Il y a les bactéries, il y a les parasites, il y a les virus, et puis il y a ce qu'on appelle les mycoses. Ah, okay? Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc c'est 4 catégories. Tout ça, ça fait partie des microbes. De microbes. Et donc les spécialistes de ça s'appellent microbiologistes. Mais à l'intérieur, il y a des sous-spécialités, dont le spécialiste de virus qui s'appelle virologue. C'est le cas du professeur Mouyembe et son équipe. Ok, lui c'est un virologue. Alors, il est microbiologiste de manière globale, mais il a une sous-spécialité, là où il fait ses recherches, c'est dans la microbiologie. Ok. Donc, dans la virologie. Pardon, dans la virologie. C'est pour ça qu'il est virologue. Et donc, il y a bactéries, virus, parasites et puis mycoses. Maintenant, nous parlons de virus. Il y a beaucoup de virus. Le virus, on en a dans la nature. Et chaque virus a son identité. C'est un peu comme les humains. Tonton Jaco, il est lancé. Moi, je suis de petite taille. Madame est charmante. L'autre, elle est un front comme ça. C'est comme cela aussi, les virus. Alors, il y a un virus qui était responsable de la variole à l'époque. La variole qui atteignait les hommes, beaucoup plus les enfants à l'époque. Grâce à la vaccination, rappelez-vous, je ne sais pas si vous êtes de cette génération-là, à un moment, nous avons été vaccinés avec quelque chose qui était comme un revolver. Ah bah oui, ici. Voilà, ici. J'en ai. Voilà, et ça nous a laissé des marques. J'en ai. Jusqu'aux années, je crois, 75, 76, je crois qu'on vaccinait encore. C'est notamment, on vaccinait contre la variole. Mais il y a quand même des personnes qui ont connu cette maladie et ça leur a laissé de marques sur le visage. Beaucoup de gens, quand vous regardez, ils n'ont pas l'uniformité du teint, du visage, mais il y a des petits trous sur leur visage. Ah oui? Beaucoup de gens ont connu ces... À l'époque? À l'époque. Et quand on arrive vers les années 77, grâce à l'effort qui a été fait, cette maladie a été éradiquée. Donc, on a dit qu'elle a été éradiquée, disparue. Et l'OMS, en 1980, a signé la déclaration d'arrêt, de la suppression, de l'éradication de la variole. Mais quelques années avant, en 1958, au Danemark, on a découvert chez des singes une variété de cette variole-là, mais qui a attaqué les singes. Ça, c'est en 1958. Et puis, on s'est dit, bon, il y a... En 58 déjà. En 58 déjà. On dit, ah bon, voilà, il y a quelque chose, mais c'est pour les singes, c'est pas pour les humains. Mais c'est en 1970 qu'on va découvrir au Congo
cette souche-là chez les humains, finalement, et ça va faire ce qu'on a appelé la variole du singe. OK? Alors, la précision, c'est que ce n'est pas une variole qui vient du singe, mais c'est une variole qui attaque les singes. Ah ah. OK? OK. À la différence de l'autre variole qui attaquait les humains. Maintenant, ces virus... Donc les virus, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est deux virus différents. Okay. Mais l'autre, c'est plus ou moins de la même famille. Il y a des virus qui sont bien à l'aise chez l'humain et d'autres chez les animaux. Chez les animaux. Alors, lorsqu'on a identifié cette maladie chez l'humain, donc on s'est rendu compte qu'il y a un potentiel de ces virus-là de pouvoir transiter du singe vers l'homme. OK. Et donc, chez l'homme, ça va provoquer une maladie qui est aussi celle qui est similaire à celle qu'on a observée chez les singes. Chez les singes, oui. Et donc, ces genres de maladies qui passent de l'animal vers l'homme, on les appelle des zoonoses. Zo comme zo. Zo. Et ose, une maladie de zo qui passe vers les humains. Et donc, cette maladie, la variole du singe aujourd'hui, oui, fait partie maintenant de cette catégorie de maladies qu'on appelle des zoonoses. Alors, les chercheurs ici vont faire des enquêtes approfondies. Et on va se rendre compte qu'il y a un réservoir de ces virus au Congo, chez nous, particulièrement dans la forêt. Et très précisément... La forêt équatoriale. La forêt équatoriale et très précisément autour de provinces de l'Équateur, l'ancien Équateur. Le Choapa et les autres. Alors, on commence à s'intéresser à ça et on va se rendre compte qu'il y a certaines populations qui vont commencer à développer cette maladie. Mais c'est des populations, en fait, qui ne sont pas des populations urbaines, c'est des populations rurales dont l'activité principale se trouve être la chasse. Donc c'est des gens en fait qui vont en contact vers les animaux dans la forêt et qui reviennent et qui vont commencer à faire cette maladie. Professeur Nsakala, oui. Rassure-nous, ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas une fabrication, un virus fabriqué. Enfin, c'est ce qui se dit, hein, c'est ce qui se dit. Les virus, il y en a dans la nature. Parce qu'à t'entendre parler, je comprends que ça existait déjà. Ça existait déjà, depuis 1958 quand on l'a découvert. Alors de là, et maintenant on parle d'un virus fabriqué pour détruire les Africains. Alors, enfin. Voilà. On va y arriver. Oui. Je vais vous expliquer. Le virus a toujours ce qu'on appelle un réservoir naturel. D'accord? Donc, il est dans la forêt. Et là, le réservoir pour ces virus, ce sont les rongeurs. Donc, les rats, les écureuils, tout ce qui vivent dans la forêt. Donc, c'était vraiment comme ça, déjà. Voilà. Okay. Ça, c'est même une expression de l'autre variole humaine. Hein. Parfois, ça prenait cette forme. Et quand ça guérit, ça vous laisse vraiment des cicatrices indélébiles. Okay. Et donc, tant que le virus est dans la forêt et l'homme ne va pas perturber l'écosystème, le virus va rester là. Mais c'est quand l'homme va là-bas, il va chercher les gibiers et donc il va trouver par exemple un animal qui est infecté par ces virus, il l'amène dans la communauté et c'est comme ça que la maladie atteint la communauté. Okay. Vous comprenez? Et donc, de toutes ces années, le virus était à l'Équateur. Mais l'animal est cuit, non? Oui, l'animal est cuit, mais c'est la manipulation. Ah, d'accord. De le cuire, on va le dépiécer. Bien sûr, bien sûr. On va le tuer. C'est ces contacts-là, avec du sang, avec tous ces humains qui sont dans l'animal, qui fait qu'on peut se contaminer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et on a commencé à s'intéresser à ça depuis des années. Des équipes ici travaillaient. Mais c'était juste des cas isolés, 25, 10 cas, mais dans des provinces bien localisées. Alors, il y a quelques années ici, vers les années 2015-16, on a découvert une autre variante de ces virus-là en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, à Côte d'Ivoire et même aussi au niveau de la République centrafricaine. Oui. Et les analyses spécifiques vont démontrer qu'il y a deux souches différentes de ces virus-là. Il y a un qu'on a appelé 1 et un autre qu'on a appelé 2.
Et donc, ce qu'on a au niveau du Nigeria et ailleurs, c'est plus le 2. Et ce qu'on a au niveau en Afrique centrale, c'est le 1. Pourquoi? Ça n'a pas les mêmes symptômes? Non, on a les mêmes symptômes, mais la gravité diffère. Et puis, il y a des petites différences du point de vue génétique de ces virus-là. Donc quand on les analyse. Mais pourquoi on parle de ces 3 pays? Parce que j'ai vu même dans les statistiques, maintenant, quand on parle de l'Afrique, quand il faut parler de la variole du singe, il y a la RDC, le Nigeria et la République centrafricaine. Et justement, c'est en RDC et RCA qu'on a découvert un foyer avec la souche 1. Et au Nigeria, un foyer avec la souche 2. Maintenant, en 2020, ici, on va découvrir cette épidémie en Europe. Espagne, quelques pays, Singapour, États-Unis et tout ça. Mais on va se rendre compte que c'est une épidémie qui a été importée de migrants nigériens. Ok. Donc du coup, ça va se déclarer là-bas et la mobilisation internationale va se faire. Et comme ça concernait plusieurs pays à la fois... Ça a migré comment? Ce sont les humains qui ont voyagé et qui ont été en contact avec... Mais on ne sait pas voir que cet humain... Comment on les laisse passer comme ça? Non, on ne sait pas voir parce qu'il y a ce qu'on appelle la période d'incubation. Donc quand vous êtes en contact avec le virus... Au début, il n'y a pas encore des éruptions cutanées. Voilà. Et comme on dit, ce n'est pas Mukolokolia, Ligoro, Donc, le temps que ça puisse se multiplier dans les corps, les gens ont déjà atteint tous ces pays-là. Et donc, l'Europe et une partie des États-Unis ayant été atteints, l'OMS va déclarer cette maladie comme urgence de santé publique internationale. Donc, on déclare une maladie comme urgence de santé publique internationale lorsqu'il y a un potentiel de contamination à travers différents pays. Et donc, de mesures intrafrontalières doivent être prises pour contenir la maladie. Et c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui a été l'objet de l'alerte qui a été donnée il y a 2-3 ans au niveau international. Et rapidement, des recherches ont été faites. On a pu trouver 2 vaccins, et ils ont vacciné chez eux, et ils ont pu contenir la maladie. Ils ont vu que ça marche. Oui, ça marche. Et donc aujourd'hui, au niveau de la... Donc le vaccin là, c'est pas un risque. Non, les vaccins enfin, rassure-nous. Ça n'a pas d'abord été fait pour nous. Il faut qu'on se le dise. Ils l'ont fait pour eux. OK? Parce que l'épidémie commençait à gagner l'Europe et les États-Unis. Donc, et le Japon. Ils ont vite travaillé sur les vaccins. Et avec ça, ils ont contenu l'épidémie. Et en 2023, ici, on a levé l'urgence de santé publique internationale. Mais pendant que la maladie sévissait de l'autre côté, chez nous, c'est une maladie qui est endémique. Et là, on a l'Équateur. Vous comprenez? Donc, un peu comme le palu. Voilà. Mais ce n'était pas de manière alarmante. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui va alarmer? Il y a 2-3 ans ici, on va découvrir une variante de cette maladie au sud Kivu. Alors, à l'Équateur et ailleurs, c'était plus de maladies qui se transmettaient par contact. Mutuna Mutu, ou bien Mutuna Nyama, ou bien Mutuna Biloko Basalelaki. Mais ce qu'on va découvrir au sud Kivu va être un peu beaucoup plus curieux. C'est la contamination personne par personne, mais notamment par voie sexuelle. Vous comprenez? Alors, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On a analysé l'équipe de l'INRB. Mais avant, bien qu'on vivait avec, ça se contaminait quand même aussi. C'était toujours mais pas par voie sexuelle. Pas par voie sexuelle, on ne l'avait pas encore identifié. Juste par contact comme ça. C'était par contact d'homme à homme, animal homme, homme à partir de tout ce qu'on touchait là, autour de ça. Maintenant, ce qu'on a découvert au Sud Kivu, a ouvert les yeux. Est-ce qu'on va dire que le virus a évolué? Voilà. Et donc, on a trouvé qu'il y avait quand même dans le 1 là... Un virus mutant, comme la COVID. Donc maintenant, on parle de 1A et de 1B. OK. Maintenant, on cherche aussi à analyser, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce qui s'est passé, c'est que Botumbo Laki, l'écosystème. Tu vois, la forêt, elle est là. Hein? Les gens restent dans la forêt. Mais quand vous allez faire la déforestation, Bozo Katabanzete, Bozo, et puis aujourd'hui avec
l'urbanisation qui évolue, donc le virus aussi commence à sortir de son milieu naturel et commence à gagner le milieu urbain. Mais le plus important, surtout par rapport au Sud Kivu, c'est la guerre. Donc, les conflits armés, j'allais dire. Les gens qui fuient vont traverser des forêts et en arrivant dans les forêts, ils vont chercher à manger et ils vont couper les arbres pour se faire des abris. Donc, c'est tout cela qui a fait aujourd'hui qu'on a maintenant une flambée de l'épidémie avec ces deux variants-là. Alors, donc, ces gens qui se déplacent, professeur, nous connaissons du moins les symptômes quand même de la Mpox, entre autres la fièvre. Est-ce qu'ils ne font déjà pas attention à ça quand tu remarques que tu as une fièvre qui devient récurrente? Ça se calme pas. Oui, c'est la question qu'on peut se poser quand on est alerté. Parce que si les gens peuvent se déplacer sans faire attention déjà aux petits symptômes, c'est compliqué. Oui, mais déjà, je dois dire que dans la forêt, il n'y a pas que le Mpox. Dans cette forêt-là, vous avez Ebola. Dans cette forêt-là, vous avez d'autres pathologies. Donc, pour dire que les maladies virales, de manière générale, et quelques maladies infectieuses aussi, présentent au départ le même tableau. Au départ. La fièvre, c'est un signe cardinal de maladie virale. Et ça vous amène ce que nous appelons même un syndrome pseudo-grippal. Vous avez c'est quoi en français facile? C'est ce que j'explique. Le syndrome pseudo-grippal, c'est cette triade-là qui vous fait à la fois fièvre, douleur musculaire et tendance à avoir un rhume ou à éternuer. La plupart des maladies virales commencent par là. Maintenant, c'est après cette... On l'a vu aussi avec la Covid. Oui, avec Covid, même avec Ebola. Vous commencez par là, mais c'est après maintenant que la différenciation avec les signes spécifiques vont apparaître. Donc, dans nos forêts, là, quand les gens sont en train de faire leur migration, ils connaissent la fièvre, ils connaissent les maux de tête, ils connaissent les céphalées. Mais ça peut être un palu, ça peut être une autre infection. Donc, les gens ne vont pas directement se dire qu'il s'agit de ça. Faudrait-il encore que leur attention soit attirée par qu'ils se sentent à risque de ces problèmes-là. Vous comprenez? Et même quand ils arrivent dans un centre de santé pour chercher des soins, les prestataires de ce centre de santé-là ne sont pas encore sensibilisés à reconnaître cette pathologie. Et puisqu'on a évoqué les symptômes, en dehors de cette triade qui rappelle la grippe, vous allez maintenant commencer à observer les éruptions cutanées. Et donc, c'est, comme on a vu... La variole que nous avons connue avait aussi... la variole qu'on a connue avait aussi... Des éruptions cutanées, ce n'était pas flagrant, mais quand même. C'est vraiment des boutons qui font vraiment une enflure, une élévation de la surface de la peau et qui va évoluer avec un liquide à l'intérieur qui peut être purulent après. Après, ce liquide-là va sortir quand ça va s'éclater. Enfin, ça va vous laisser maintenant une croûte. Une croûte au niveau de la peau. Et maintenant, quand cette croûte-là va s'enlever, si vous avez de la chance, ça fait des petites plaies. Et si vous avez de la chance, ça peut facilement s'effacer. Mais si vous n'avez pas assez de chance, ça va laisser des cicatrices sous forme de petits trous sur votre corps. Est-ce que ça gratte? On ne gratte pas vraiment. Parce que c'est là où j'allais en venir. Il faut aussi faire une différence avec toutes les maladies de fièvre qu'on appelle les fièvres éruptives. C'est-à-dire la fièvre avec des éruptions cutanées. Il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça que je dis il faut que nous soyons assez posés pour ne pas nous affoler, ne pas nous alarmer, parce que nous avons toujours connu des fièvres éruptives. Surtout chez les enfants. Parce qu'actuellement, le Mpox est en train d'atteindre beaucoup plus le jeune, y compris les enfants, le moins de 15 ans. Oui, j'ai vu même des bébés. J'ai vu des bébés. Or, chez les enfants, on a aussi une grande variété de fièvres éruptives, notamment la rougeole. Ça vous fait aussi des éruptions. On a aussi la varicelle. Là, par exemple. Oui. Là, c'est des croûtes maintenant. Oui, c'est à la phase des croûtes. Donc, ça se cicatrise, après, ça va laisser les croûtes.
Je disais qu'il y a des fièvres éruptives, donc des éruptions accompagnées de fièvre, rougeole, varicelle. En dehors de ça, on a la gale. Oui, la gale qui peut aussi emprunter plus ça. Ça, c'est causé par la saleté. Hein? Oui, ça, c'est beaucoup plus ça. Mais n'oubliez pas aussi, pour les immunodéprimés, on a aussi les zonas. Ok. Mais les zonas, c'est beaucoup plus localisé, à un endroit précis, de petits boutons. Le zona, c'est viral aussi? Oui, c'est viral aussi. Ok. Et ça fait un peu de chaleur et tout ça. Donc, quand on a des boutons comme ça, on ne va pas d'emblée dire Mpox. C'est Mpox, oui. Donc, aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, le ministère de la Santé a renforcé ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique. Et donc, il y a des alertes qui se donnent, c'est-à-dire on a défini des critériums que quand vous voyez ça, vous pouvez déjà commencer à vous orienter dans tel ou tel sens. Et puis, on a fait ce qu'on appelle la définition des cas pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, tout prestataire qui est dans un coin, on lui dit dès que vous observez ça, vous pouvez vous orienter. Parce qu'au-delà de ce qu'on va observer sur le plan clinique, il faut une confirmation de laboratoire pour dire qu'il s'agit effectivement des cas de Mpox. Alors, les techniques de prévention, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme bon geste, si je peux dire ça comme ça? Déjà, je dois dire, Mpox n'est pas Ebola, Mpox n'est pas Covid. Ok. Et donc, il y a des mesures que nous avons prises face à Ebola, face à Covid, qui sont de l'application parce qu'il s'agit de maladies virales. Donc, notamment, les lavages systématiques de mains. Parce que le contact se passe par les mains, notamment. Il y a l'utilisation du gel. Ils peuvent lire en même temps pendant que tu parles. L'utilisation du gel hydroalcoolique ou de l'alcool. Quand je dis lavage systématique des mains, c'est avec du savon. Un lavage qui prend 2 à 3 minutes. C'est pas comme vous les médecins, quoi. Vraiment systématique. Et puis éviter maintenant de contact. Ça, la si je veux manger mon foufou, là, j'attaque directement. Mais maintenant, comprenez qu'il y a ce risque-là. Il faut ça. Et puis, il faut éviter des contacts directs avec certaines personnes, surtout quand vous n'avez pas trop confiance. Bisous, bisous. On évite les bisous. Oui. Et les câlins. Voilà. Et bon. Patrouille au biso bakino tozako salara kalake comme bima samedi chaud master pesangana yoshina yo ngala beta. Mokoto ya bleu wana pesanga nous moni moi body secteur ya bien wana et tout ça là donc déface à la donc pour l'instant totika parce qu'on ne sait jamais. Et puis dormir sur un lit avec une personne tu vois les gens par exemple ils vont en mission, se dit master tout ça de la chambre pour tout économiser. Et bon, vous vous frottez les corps et il y a des gens qui sont en phase d'incubation, donc cause à la paix, source de contamination. Et puis, mais c'est pas alarmant comme tel. C'est pas alarmant, mais je reviens maintenant sur l'élément déterminant parce que c'est une zoonose, comme j'ai dit, c'est de l'animal à l'homme. Donc, les gibiers qu'on a trouvé dans la forêt où on ne connaît pas comment ce gibier est mort. Et donc il ne faut pas le manipuler comme ça. Komika chance na sambela ki nzamba pesali nzamba sali na komika boye ekireye mo wa mikufela ki na musaka donc tout ça faites attention pour ceux qui vont de ce côté-là. Alors j'ai dit préciser que Mpox n'est pas Ebola, Mpox n'est pas Covid parce qu'il y a certaines mesures qui s'appliquaient sur Covid sont inutiles dans les cas ici. Par exemple, le port de masque. Si entre nous,
le port de masque est inutile par rapport au mpox parce que ce ne sont pas les gouttelettes qui sont directement de facteurs contaminants. Aussi, mais on peut les observer pour le personnel soignant. Le personnel soignant est obligé de prendre plus de précautions parce que c'est autour de lui. Il n'a que de malades. Alors que toi et moi, autour de moi, donc, il est potentiellement malade, c'est moi. Ouais. Et puis, les confinements n'est pas on n'a pas besoin de ça. N'est pas à l'ordre du jour par rapport à ce genre de choses. Le vaccin? Les vaccins, oui. Parce que, au fait, comme on dit, c'est des maladies aujourd'hui qui n'ont pas, tous les virus pratiquement n'ont pas un traitement définitif. Le traitement, il est symptomatique. Tu fais de la fièvre, on soigne. Les lésions cutanées, là, on les soigne. Et puis, bon, maintenant, pour atténuer et pour diminuer la contamination, on fait la vaccination. Alors, comme j'ai dit tout au départ, les vaccins qu'on est en train de chercher pour l'instant, ce n'est pas un vaccin qui doit être fait rien que pour l'Afrique ou rien que pour la RDC. C'est un vaccin que les Blancs ont déjà développé et qu'ils ont commencé chez eux. Et ça a marché. Et ça a marché. Et nous, on est en train, entre guillemets, de négocier pour que ça puisse nous aider aussi à pouvoir atténuer... C'est pas déjà arrivé, non? Bon, je sais que des contacts sont en train d'être pris. J'ai vu mon ami, le directeur de CDC Africa, parler d'environ 2000 doses qui seraient déjà disponibilisées. Et puis, le docteur Jean Kasseya. 2000 doses pour nous? Oui. C'est peu, non? Non, oui, non, ça c'est disponible, qui sont en train de négocier. Mais il en faut plus. Parce que le problème avec ces vaccins aussi, ce n'est pas une vaccination de masse. Il faut qu'on se le dise. On ne va pas vacciner tout le monde et on ne va pas demander à tout le monde de se vacciner. C'est juste de groupes à risque. Mais à titre préventif? Oui, mais c'est ça. Faire du porte-à-porte, que tu sois malade ou pas, qu'on te donne déjà... Déjà, ça coûte cher. Déjà, ça coûte cher et ce n'est pas disponible pour tout le monde. Donc, quand on l'aura ou les stocks qui seront disponibilisés, en tout cas, je sais que l'équipe qui organise la riposte est en train de faire déjà des réflexions là-dessus. Donc, c'est là où on trouvera un cas qu'on doit vacciner les personnes tout autour. Donc, si dans la famille on en a, ou parmi le personnel soignant, mais ça ne sera pas tout le monde comme une vaccination de masse. pour tout le monde. Ah, d'accord. Alors, je dois aussi insister qu'aujourd'hui, comme la cible principale, c'est de jeunes de moins de 15 ans, et donc nos enfants, à l'approche de la rentrée scolaire, il faut qu'il y ait des dispositions assez particulières pour que des cas comme ça n'arrivent pas. Parce qu'on était déjà en train de réfléchir. J'ai vu quelques enseignants qui ont réagi. Ils ont dit, mais c'est pas important de garder les enfants à la maison. Bon, comme je dis, les maladies... En même temps, on reste un peu sceptique. On ne sait pas trop parce que les enfants, ils seront dans les salles de classe et tout. C'est pas très vite qu'on voit les symptômes comme ça, les éruptions cutanées. Donc, dans tout le cas, les grandes décisions comme ça sont prises au niveau politique. Donc, j'ai déjà vu que hier ou avant-hier, les deux ministres de la Santé et de l'Éducation nationale se sont concertés pour voir quelle sera l'attitude à prendre. Mais moi, en tant que scientifique, on peut lancer la rentrée professeur de scolaire santé, non, ce que je dis, que nous avons déjà dans les calendriers ou dans les approches de prévention ce que nous appelons le maladie à déclaration obligatoire. Donc, à chaque fois qu'il y a, par exemple, un cas de rougeole, un cas de varicelle, un cas de méningite et tout cela, c'est des maladies qu'on déclare obligatoirement. Et les mesures sont prises au niveau des écoles pour faire de l'isolement de ces enfants qui posent ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, avec les mpox, à mon avis, on peut bien prendre des dispositions de prévention. D'abord, revenir avec le lavage systématique des mains dans les écoles. Et demander aux enfants... Observation des gestes barrières. Voilà, d'éviter des gestes qui peuvent être des gestes de contact physique. Les enfants qui jouent pendant la récréation, serrer la main, se battre. On peut. Et dès qu'il y a, par exemple, un cas suspect,
on fait déjà des mesures d'isolement et c'est dans ces conditions-là, si les diagnostics s'est confirmé, on peut alors soit solliciter la vaccination et mettre cette personne-là à Alors, professeur, juste pour terminer, avec la variole que nous connaissions à l'époque, autrefois à notre enfance, on vaccinait les enfants voilà, librement, c'était une vaccination de masse. De masse, oui. Pourquoi tu penses qu'on ne devrait pas faire ça pour le Mpox? Oui, d'abord parce que comme je dis, à l'époque, c'était des campagnes soutenues. Mais ça part le fait que ça coûte cher. Oui. Bon, admettons que nous puissions être en possession de ce vaccin. Quoique cher. Oui. On ne pourrait pas faire une vaccination de masse? Je crois que c'est à titre préventif, quoi. C'est des discussions qui doivent se faire au niveau des équipes de santé publique avec les... Comme ça, on sait que la population est immunisée. La vaccination, idéalement, c'est de la prévention. OK? Idéalement, c'est de la prévention. Donc, si on a un vaccin, on n'attend pas de devenir malade. On se dit qu'on va se vacciner pour qu'on ne devienne pas malade. Voilà. Donc, on peut bien se dire que pour se prévenir, on peut se vacciner. Mais comme j'ai dit, il y a toujours cette, aujourd'hui, depuis un certain temps, cette polémique autour des vaccins et qui est entretenue souvent par des personnes non scientifiques et par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui déclarent tout ce qu'on déclare. Maintenant, il faut de l'argumentaire pour que cela ne soit pas déformé. Parce que déjà, on vous dit que c'est pour exterminer les Noirs. Déjà, on vous dit pour fécondation, ceci et cela. J'ai entendu ça aussi. Hein. Oui, ça s'est dit. Mais c'est pour ça que je tiens à dire que, bon, moi, je reste scientifique. Qu'il s'agisse d'un virus, ça maintenant pour répondre à votre question là, qu'il s'agisse d'un virus fabriqué au laboratoire ou d'un virus réel, moi, médecin d'abord, pédiatre de surcroît et spécialiste de santé publique, je vois 2 enfants malades qui avaient une peau saine, qui deviennent finalement malades avec toutes ces éruptions. Et je vois 2 enfants qui commencent à mourir de ça. Dois-je croire à quelque chose de fabriqué ou dois-je, moi, me donner la mission de voir comment on va le soigner? Vous comprenez? Donc c'est là. Et en plus, c'est ça. Pourquoi? Par exemple, j'accepte aisément une invitation de ce genre parce que au-delà de tout cela, j'ai une spécialité qui me met au devant de la scène. Je suis spécialiste en communication pour la santé. OK? Et au-delà de ça, formateur de médecins, d'infirmiers sur ces questions. Et donc, de problèmes comme ça, des épidémies comme ça, quand ça se déclare, un des axes fondamentaux se trouve être la communication. Il y a quelqu'un, j'avais suivi à la télévision, quelqu'un qui avait dit que ces genres de cas, c'est mieux de les laisser aux spécialistes de la santé publique. Justement, c'est là. C'est vrai? C'est ça. En fait, parce que... Vous confirmez ça? Oui, je le confirme parce que la communication pour la santé, c'est une communication assez spécifique, qui n'est pas gérée par n'importe quelle personne, quelle que soit sa formation. OK? Parce que nous avons même de médecins, mais qui ne savent pas communiquer. OK? Qui n'ont pas les mots, les verbes et ce qu'il faut en termes de messages qui puissent apporter soit de l'espoir, soit à la population. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça que je sors de ma tanière pour dire il faut bien qu'on donne la bonne information et de la manière la plus appropriée possible. J'ai bien fait de te chercher. Hein. On est informé finalement. Donc vous comprenez. Donc il n'y a pas à s'affoler, il n'y a pas à s'alarmer. Il y a une épidémie, comme toutes les autres épidémies. C'est vrai qu'il y a un taux de mortalité relativement élevé aujourd'hui, parce que c'est sans traitement, c'est entre 1 et 10% de mortalité.
Actuellement, nous sommes à 3,5%, 3 à 4% de mortalité. C'est légèrement élevé, mais c'est gérable. C'est gérable. Okay? Et qu'au niveau du pays également, on est en train de prendre toutes les batteries pour réduire ce taux de mortalité. C'est la même qu'on avait quand on a commencé Covid. On a commencé avec 10%, mais on a fini avec 1 ou 2% parce que les mesures ont été finalement prises. Et donc maintenant, là, la machine au niveau des experts du ministère de la Santé, de l'INRB, de l'Institut national de santé publique, est en train d'être mise en place pour que nous puissions rattraper ce qu'on peut rattraper de manière à réduire cette mortalité pour une épidémie que nous avons déjà, que nous gérons depuis des années. Parce que n'oubliez pas que la RDC, on a l'avantage aujourd'hui de tirer les leçons de toutes les épidémies que nous avons déjà connues. Avec Ebola, nous en sommes à 10, 11e, et on a géré Covid. Donc les équipes ont été formées, les matériels de plus en plus. Regarde, l'INRB est à Kinshasa, mais on a de laboratoires mobiles à Goma, je crois en Ituri, et maintenant là pour Mpox, on venait d'installer en Bandaka. Donc, il y a quand même une dynamique. Nous, ça ne nous émeut plus comme tel, parce que nous savons que question d'organiser, les moyens soient mis en œuvre et nous allons rattraper la situation d'ici là. Ça ne sera pas alarmant. En tout cas, voilà. Merci professeur Gabi Ntsakala. Merci. Et si j'ai des inquiétudes, quoi, je vais toujours te déranger. Il n'y a pas de problème, c'est pour cela que nous sommes là. Et d'ailleurs, je dois vraiment remercier. J'imagine le professeur Gabi Ntsakala, ministre de la Santé. Ah, si c'est une prophétie, merci. Non, c'est que j'allais dire que parfois nous sommes découragés de faire ce travail dans les médias. Pourquoi? Parce que je viens apporter de la lumière, je viens apporter de la matière. Mais c'est à moi qu'on va demander de payer après. Oh, non, vous comprenez? Bon, moi, je te demande pas de payer. C'est pour ça que j'en parle. Donc, je dis que dans nombreuses chaînes, c'est comme cela. Vous arrivez et c'est vous qui devez payer. J'apporte la matière et c'est... Alors, c'est pour cela que vous voyez qu'il y a de moins en moins d'experts dans le média, et ceux qui viennent pour leur propre publicité, les praticiens ou les autres, envahissent les médias parce qu'eux, ils payent, et puis, ben voilà, et malheureusement, c'est ça la situation. Au moins, moi, je vais commencer à te chercher, tout le temps. Merci beaucoup, tonton. Tant que tu seras dispo, parce qu'en même temps, tu voyages beaucoup. Ah ben, bon, heureusement que c'est pas lui, parce que je venais d'atterrir il y a à peine 3 jours. Aïe. Merci, professeur. D'accord, merci beaucoup. Allez, merci à vous, merci Naomi. Merci, toi, tu as suivi. Merci. Tu as bien suivi. Bien. Les bisous là, les câlins, il faut laisser un peu. Voilà, pour l'instant. Ça nous a vraiment aidé en tout cas. Et puis, je dois insister, comme on a une variante maintenant qui se transmet par voie sexuelle, là aussi, il faut une prévention sexuelle. La prévention sexuelle, j'allais dire qu'il faut utiliser les préservatifs. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a aussi les contacts avec la peau. Vous comprenez? Donc, si une personne est infectée, le préservatif au-delà du préservatif ne suffit pas. Il faut le contact physique. Les contacts aussi corps à corps. Et donc il faut carrément dire qu'il faut s'abstenir quand vous n'êtes pas sûr de la personne, votre partenaire. De votre partenaire. Mais bien sûr. Voilà. Allez, merci de nous avoir suivis. Yes Weekend à vous. Et on va se retrouver le week-end prochain. S'il y a encore des questions, on va voir. Si le professeur Ntsakala ne voyage pas. Je suis là. En tout cas, on va l'inviter. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui avait pensé à toi. Il a dit, je me rappelle encore de l'émission Carnet de santé. C'était sur Raga. C'était sur Raga. Voilà. Et avec Nono Numbi comme caméra. Avec Nono Numbi. Et c'est celui que je retrouve ici. Mais oui, mais bien sûr. Une émission qui était... En fait, c'était la seule émission de santé que les gens suivaient, mais avec une audience terrible, quoi. C'est un communicateur, hein. Tu as vu comment il parle? Oui, très bien, donc il connaît la télé. C'est pas un amateur comme ça, là. Voilà. Allez, au revoir, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Univers TV. Ciao, ciao.